体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Salut les samouraïs, c'est Ansei et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Point Z et je vous propose de parler ensemble de l'épisode 116 de Dragon Ball Super. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser un petit peu pour ma voix, je suis quelque peu malade, j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Donc ensuite avec l'épisode 116, le retour du Migate no Gokui, l'Ultra Instinct comme il est traduit, une forme de Goku que j'apprécie beaucoup, donc comme moi je l'avais déjà expliqué dans l'épisode avec l'épisode spécial, faut regarder cette forme quand même comme un état d'esprit et pas une transformation. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. C'est pas vraiment une transformation en fait ici, c'est vraiment un état d'esprit que maîtrise, du moins qu'essaye de maîtriser le personnage, et qui est ouvert à tous les personnages de l'univers de Dragon Ball. En gros, n'importe quel personnage avec de l'entraînement, et bon, un entraînement quand même, voilà, c'est pas Joe le rigolo qui peut le faire, mais je veux dire, théoriquement, n'importe qui pourrait obtenir cette forme-là, cette maîtrise-là. Et d'ailleurs, un truc qui est très intéressant, c'est que avec le Migate no Gokui, on pourrait très bien mettre en avant cet état d'esprit sans tout le folklore, en fait, sans toute l'aura, les cheveux un peu grisonnants, les yeux gris, tout ça. Même s'il n'y avait pas tout ça, en fait, ça fonctionnerait. C'est juste que, bon, Dragon Ball a cette force-là d'essayer de montrer un changement d'état d'esprit d'un personnage visuellement, que ce soit facilement compréhensible. Donc grâce à ces faits visuels, on comprend qu'il se passe quelque chose avec Goku. Mais en soi, il serait en totale forme normale, finalement ça changerait rien en fait. Il pourrait très bien être en Migate no Gokui. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant ici. Et alors j'ai adoré en fait tout le traitement de la transformation, encore plus que la première fois où on l'avait vu, puisque la première fois on savait pas trop ce qui arrivait à Goku, on avait une pseudo-explication. Ici on a des confirmations de ce qu'on avait imaginé, c'est bel et bien ce que Whis avait essayé d'enseigner à Goku et Vegeta, à savoir complètement entre guillemets s'oublier et laisser le corps parler par lui-même en fait, que ce soit en défense et en attaque. Et ça c'était vraiment quelque chose d'excellent, et j'ai beaucoup apprécié le fait que Goku commence à prendre conscience de cet état, parce que rappelez-vous, la première fois je vous avais même demandé, est-ce que vous pensez pas que Goku était inconscient? Et je me posais la question si ça allait être le cas encore une fois ici, parce que pour déclencher, entre guillemets, cet état d'esprit, c'est à la suite d'un gros choc face à Kefla. On aurait dit qu'il perdait encore une fois conscience. Sauf qu'ici, Goku s'exprime. Goku s'exprime, semble vraiment prendre conscience de l'état dans lequel il se trouve, et essaye de comprendre comment cela fonctionne. Donc il arrive à très bien l'utiliser pour la défense. Problème, ses attaques, finalement, sont faibles, parce que au moment où il doit attaquer, il est obligé de reprendre conscience de son corps, entre guillemets, de calculer quel coup il va le faire, où est-ce qu'il va le faire, et de la puissance qu'il va mettre dedans. Et en faisant tout ça, il est en train de fragiliser justement cette forme-là, son Migate no Gokui. Il est en train de perdre cette transformation, et donc du coup, pour essayer de le contrôler, il n'arrive pas à doser sa force, et ses coups sont faibles en fait. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est encore plus intéressant qu'il n'arrive pas, finalement, à la fin de ce combat, à bien maîtriser ce truc-là. En fait, il a utilisé un substitut, en fait, il utilise un Kamehameha, et comme explique Whis, il a beaucoup plus le temps de laisser son corps esquiver, et lui, de son côté, d'essayer d'amplifier son énergie et de tout relâcher au moment où il lâche le Kamehameha. Donc en fait, il a un petit peu triché, et comme il explique, ce sera compliqué de refaire ça face à Jiren, parce que Jiren, déjà a peut-être vu le coup, puisqu'il s'est réveillé, et en plus, il aura certainement le temps de l'anticiper. Donc je trouve ça hyper cool qu'on laisse encore une fenêtre d'évolution à Goku, dans le sens que je pense que si Goku arrive à vaincre Jiren, ce sera au moment où justement il maîtrisera totalement le Migate no Gokui, et donc arrivera à maîtriser aussi bien la défense et l'attaque. Et ça c'était, voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Et à côté de ça, j'ai beaucoup aimé toute la mise en scène de l'épisode qui fonctionnait vraiment bien avec les deux personnages, une mise en scène très Dragon Ball Z en fait, dans le sens que l'introduction de l'épisode, les personnages parlent pas beaucoup, c'est surtout une confrontation d'état, de puissance pure, c'est-à-dire ces auras qui s'amplifient, qui sont immenses, qui recouvrent tout le terrain. Ça faisait très DBZ en fait, ça, où voilà, on prend vraiment le temps de mettre en scène la puissance des deux personnages, cette confrontation déjà de puissance pure, et ça marche très bien avec Goku et son Migate no Gokui, et la réponse de Kefla,
hein, avec son énergie. Alors j'ai vu pas mal de débats sur le fait que comment un Super Saiyajin 2 en fusion peut tenir tête à un Super Saiyajin Blue. Je suis pas très fan en fait des débats sur la puissance des personnages. Je trouve que ça apporte pas souvent grand chose. Ici, je peux comprendre qu'on soit surpris, et en même temps, j'ai envie de dire, les fusions, surtout au niveau Potala, leur puissance pure n'ont jamais été vraiment quantifiées. On ne sait pas jusqu'à quel point ils étaient puissants, on ne sait pas jusqu'à quel point Super Végéto, ne serait-ce qu'en Super Saiyajin, quand il a défoncé Buan, il le surclassait totalement, et on ne peut pas savoir à quel point il le surclassait en fait. Voilà, c'est vraiment un autre monde. Et en plus ici, c'est pas vraiment deux Super Saiyajin 2 qui ont fusionné, puisque c'est un Super Saiyajin 2 et un Super Saiyajin qui s'appelle Berserker, hein, le potentiel de Kel, qui elle aussi est non quantifiable et paraît aussi assez immense. Donc la fusion des deux, ça ne m'étonne pas trop que ça ait donné quelque chose d'assez puissant, et c'est pas quelque chose qui m'a gêné. Moi, ce qui m'a plus gêné avec Kefla, c'est plutôt, voilà, encore une fois, le développement et la personnalité du personnage avec lequel j'accroche pas spécialement, même si dans l'épisode 116, le fait qu'elle soit face à quelque chose qui la surclasse, on le ressent totalement, et qu'elle veuille quand même, en fait, faire face à cet ennemi, qu'elle est excitée par ce combat, qu'elle croit en ses capacités, même peut-être un peu trop, hein. Le défaut des Saiyans, justement, ils sont trop confiants par moments, et c'était, je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien, et du coup, en face, la réponse de Goku était encore meilleure, en fait, avec ce Goku très très calme, un petit peu calculateur, qui est en train d'apprendre, lui, de son côté, et limite s'en fiche de son ennemi à la fin. Il est juste là en mode, voilà, j'essaye de comprendre cette forme, de la maîtriser, tout ça, mais clairement, cet adversaire en face de moi, je ne le crains pas, je n'en ai pas peur, je le surclasse, et je le sais, en fait. Et je m'amuse, je joue avec, et ça c'était génial. Et la voix de Goku, d'ailleurs, qui donne un côté très Black Goku. En fait, j'ai retrouvé du Black Goku dans ce Goku Migate no Gokui. Et ça, c'était pas désagréable, parce que, justement, ce que j'adorais avec Black Goku, c'était cette voix calme, très posée, avec un peu un brin de malice derrière, mais voilà, ce côté un peu supérieur que j'ai beaucoup retrouvé ici, et que j'ai totalement adoré. Pareil, après, en termes d'animation, hein, les mouvements des personnages, tout ça, Goku qui nous esquive tout ça, alors, visuellement, ça rend super bien, hein, les tas du Migate no Gokui rend vraiment super bien à l'écran. Le final aussi, hein, donc comme je disais avec le Kamehameha, grandiose. Même l'attaque de Kefla, cette idée en fait d'attaquer à 360 degrés parce qu'elle ne peut pas en fait toucher Goku, et que elle a peur aussi, hein, vu les coups qu'elle a pris juste avant, et elle utilise cette parade en attaquant à 360 degrés. Je trouve que ça fonctionnait plutôt bien, même visuellement, et puis en termes d'idées, c'était plutôt intéressant. Et donc aussi en termes de musique aussi, hein. D'ailleurs, il y avait un thème de l'arc Black Goku qui est revenu à un moment donné, quand Vegeta comprend ce qu'est en train de faire Goku, en fait. Il y a un des thèmes de l'arc Black Goku que j'ai beaucoup apprécié, retrouvé ici, et en plus je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Même le thème d'ailleurs, hein, du Migate no Gokui fonctionne plutôt bien. Alors après, seule déception de l'épisode, c'est que j'ai l'impression qu'on nous fait comprendre que les combats Piccolo Gohan versus les Piccolo, les Namek, pardon, de l'univers 6, est mis en stand-by ou est même terminé, parce que les 4 sont séparés en fait à cause des explosions d'énergie, il y a un rocher qui tombe, ils sont séparés, c'est la même chose pour Toppo et Vegeta qui sont séparés. J'ose espérer que les combats vont peut-être reprendre ou quoi, mais j'ai l'impression qu'en fait ces affrontements limite s'arrêtent ici, et ça serait vraiment, vraiment dommage. Alors après on terminera avec autre chose, un débat qui est forcément né à la suite de cet épisode, on peut que se poser la question, c'est qu'en est-il du cas Vegeta? Que va-t-il se passer avec Vegeta, puisqu'il a compris ce qu'avait réussi à maîtriser plus ou moins Goku, et il se dit moi aussi je vais y arriver, si y arriver je peux y arriver, et je vais le maîtriser totalement, en gros la défense et l'attaque. Alors, c'est vrai que Vegeta, alors c'est pas le cas de toutes les formes, on pense notamment au Super Saiyajin 3, mais jusqu'à présent, tout ce qu'a réussi à faire Goku, Vegeta a réussi à le faire. Et c'est encore plus vrai, je trouve, dans le manga, pour le coup, ou dans le sens où Vegeta le fait même, quand il a pris conscience du truc, l'apprend super vite, et même des fois, le fait encore mieux que Goku. Je pense notamment, avec le manga, il y a le Super Saiyajin Blue, full maîtrise en fait, que Vegeta maîtrise hyper vite par la suite, et le maîtrise vraiment super bien. Le combat Vegeta-Bilus, si vous l'avez pas vu dans le manga, moi je l'ai trouvé grandiose en fait. Et donc du coup, ici, est-ce que Vegeta va maîtriser le Migate no Gokui? Franchement, je suis assez fan du personnage, mais
j'ai un doute qu'il le maîtrise ici dans le tournoi. Je le vois bien peut-être le maîtriser par la suite s'il y a un arc après tournoi, enfin tout dépend, voilà, à la fin du timer, qu'est-ce qui se passe. Mais là, ici, pendant le timer, je trouve que ça ferait un peu bizarre, parce que pour rappel, ici, il y a quoi? C'est 50 minutes, le tournoi au total qui devait se dérouler 1 heure, je crois. Il nous reste une vingtaine de minutes. Ça veut dire qu'en même pas 1 heure, Goku maîtrise une nouvelle forme. Et puis, 10 minutes plus tard, t'as Vegeta qui le fait aussi. Ah, je trouve que ça ira un peu trop vite, et niveau crédibilité, ça serait un petit peu bizarre. Et en même temps, j'avoue que visuellement, sans parler de fusion ou ce genre de choses, admettons que Vegeta arrive à maîtriser le Migate no Goku, parce qu'après tout, c'est un état d'esprit, donc vous me direz, en 1 heure, il peut très bien essayé de se maîtriser et tout, mais je pense que en termes d'état d'esprit et tout ça, Vegeta aura peut-être plus de travail à faire que Goku, parce que rappelez-vous, durant l'entraînement avec Whis, où Whis leur faisait un peu la morale, où il disait à Goku, bah toi t'es un peu trop détendu, tout ça et tout, donc en gros, pour maîtriser le Migate no Goku, il faut laisser parler un peu son instinct et tout ça, mais pas non plus ne plus être sur ses gardes. D'ailleurs, il avait chèrement payé face à Freezer. Donc finalement, le travail qu'avait dû faire Goku était peut-être moins grand que celui que doit faire Vegeta, puisque Vegeta, au contraire, Whis lui a reproché, Vegeta, tu es beaucoup trop sur tes gardes, tu réfléchis beaucoup trop. Et on le voit, hein, Vegeta, c'est un penseur, hein, de toute façon. Il est tout le temps en train de réfléchir à comment a fait Goku, machin, comment je peux le faire, comment je peux battre tel ennemi, machin et tout. Je pense que ça peut être très compliqué pour lui d'arriver à complètement, en gros, se détendre et se laisser aller. Hein. Vegeta, c'est un personnage qui, pour moi, est tout le temps sur les nerfs, en fait. Donc, voilà. Mais je demande à voir. J'espère que on nous fera pas une Super Saiyan 3. Genre que Vegeta n'aura jamais cet état-là. Parce que j'avoue que de voir un Vegeta totalement calme, serein, en fait, en mode comme ça, j'esquive tout et tout... Ah, ça pourrait donner quelque chose de super cool, et ouais, ça pourrait donner des bons frissons. Et donc je me prête à imaginer un truc, comme j'allais dire, sans parler de fusion ou quoi, mais admettons que Vegeta, vraiment à la fin du tournoi, arrive à débloquer ce truc, hein, en catimini, rejoint Goku, et les deux sont dans cet état-là, et se battre ensemble en même temps contre Jiren, c'est peut-être là la clé de la victoire, puisque, comme l'avait dit à l'époque Whis, si vous arrivez à bien maîtriser donc ça, et à vous battre réellement ensemble, vous pourriez même battre Bilus, en fait. Vous seriez... limite invulnérable. Mais il parlait pas spécialement de fusion, il parlait vraiment d'une symbiose, d'une synchronisation, un peu comme peut le faire C18 et C17 dans certains passages du manga, où vous voyez, ils ont vraiment des attaques synchronisées et chorégraphiées qui rendent super bien, et un vrai travail d'équipe bien complet. On n'a jamais réellement vu ça entre Goku et Vegeta, ils sont plus du genre, allez, dégage de là, et laisse-moi ta place, c'est à moi de le battre, tout ça. Imaginez qu'ils mettent un tant soit peu ça de côté, surtout Vegeta, ça pourrait donner quelque chose de visuellement hyper intéressant, et en plus, quelque part, justifier une potentielle défaite de Jiren, en fait. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 116. On espère voir d'autres épisodes comme ça. Par contre, il est sûr qu'à mon avis, je ne vous parlerai pas du 117, parce que quand on voit la preview, oh mon dieu, non merci. Bon, j'ose juste espérer que Krillin va sortir. Mais là, j'ai l'impression qu'on va encore se retaper une fournée d'épisodes qui vont être clairement passables. Donc on se retrouvera quand il y aura des choses à dire sur un épisode intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. Et puis je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Tchuss.